Perspective de l'espace. Bonjour à tous et bienvenue chez Perspective Animée avec cette magnifique intro. Vous avez vu genre l'espace, vous voyez l'espace derrière moi. C'est surtout pas mal, je suis pas dans ma chambre, je suis dans un vaisseau spatial. Ça c'est ce que vous devez vous imaginer en regardant la vidéo. Aujourd'hui, je viens vous parler du tome 2 de Eden Zero, donc le manga de Hiro Mashima. Ça spécifie, c'est pas tant un résumé de. Je vais pas vous faire un résumé complet de tout ce qui s'est passé dans le tome parce que c'est une dizaine de chapitres. Sincèrement, ça serait beaucoup trop long à faire comme vidéo. Puis tant qu'à être allé lire, je vais juste parler des points qui m'ont marqué moi. Vous savez comment marche cette vidéo, c'est en deux parties. La première, c'est c'est mon opinion générale du chapitre, sans trop rentrer en détail. Et la deuxième, c'est plus une analyse détaillée dans laquelle je vais spoiler peut-être certains détails. Donc si vous voulez pas, je vais vous avertir vers la fin de la première partie de la vidéo. Donc, je vous dirais que c'est un chapitre que j'ai particulièrement bien apprécié, à part, à part la scène de pognage de cuisse. Sincèrement, ça pour moi, c'était très bas. Il y a aussi un petit moment à la fin que je suis juste pas un fan de ce style de combat. Je sais pas, c'est peut-être moi qui ai un traumatisme par rapport à ça, mais là, il y a un moment vers la fin que j'ai pas tant aimé. Je trouvais que le début, genre du tome, était peut-être pas incroyable. Il y avait certains moments qui étaient ouais, moyens, mais plus on approchait vers la fin, je trouvais que le niveau augmentait de plus en plus, particulièrement avec les deux derniers chapitres. J'ai remarqué aussi que par rapport à ce point-là, donc que je trouve que ça s'est amélioré vers la fin, ça me rappelle en fait quelque chose que j'ai vu par rapport à une vidéo du doc. Il disait souvent, quand tu écris un manga, et que tu le lis chapitre par chapitre, c'est peut-être pas. Peut-être tu vas trouver certains chapitres bons, d'autres moins bons, mais quand tu le lis en tome, tu sens que les débuts de tome sont tout le temps lents. Et quand tu arrives à la fin du tome, tu finis toujours ton tome par un climax. Genre, t'es rendu au top à la fin du tome. Ou des fois, ils vont avoir certains mangas qui vont commencer, donc le manga bas, ils vont avoir un gros top en plein milieu du tome. Et ça va redescendre, se calmer vers la fin du manga. Vers la fin du tome. Donc ici, je pense que ce qui est arrivé, c'est que ça a parti très lentement, ben, puis vers la fin du tome, ça a explosé vraiment rapidement. Puis ça a été un peu le cas dans le premier tome. En fait, j'ai remarqué, j'avais lu les 5 premiers chapitres pour la première vidéo, puis finalement le cinquième chapitre faisait en fait partie du tome 2, donc je vais pas en parler dans cette vidéo. Vous pouvez aller la voir, j'imagine, quelque part dans la chaîne. Sinon, je pense que c'était pas mal tous les points que je voulais amener dans la partie 1 de la vidéo. Ouais. Ah ouais, ben, l'or, j'ai trouvé l'or très cool. Le premier méchant, il m'a pas nécessairement convaincu, mais j'ai trouvé qu'à part ça, j'ai trouvé l'or très beau. Il y avait des personnages très intéressants. Sinon, j'ai aussi remarqué un petit détail qui était Hinomashima, il a fait une espèce de petit flashback. Et sincèrement, pour un flashback qui est introduit aussitôt dans l'histoire, tu sais, ça montre que l'auteur, c'est un gars d'expérience, c'est un gars qui sait comment te faire ressentir des émotions. Et là-dessus, je l'ai vécu avec ce flashback-là. Les combats les combats étaient corrects. Le développement de l'histoire, pour moi, vers la fin, c'était magnifique. Le début, un peu moins. Il y a eu un plot twist avec le mangeur d'étoiles. J'en dis pas plus, je vais en parler vers la fin de la vidéo. Et ouais, je pense que c'était pas mal ça que je voulais amener. Donc on va se lancer dans la partie spoiler. Donc, on se rappelle que
Spoiler alert! Je voulais juste être sûr que personne n'ait raté ça. On se rappelle que Rebecca, Shiki et Happy sont débarqués sur une nouvelle planète. J'ai pas le nom de la planète en tête, mais ils sont là, puis ils vont aller voir le professeur Wise. Je sais pas comment son nom, Wise. Qui est un. En tout cas. Puis ils se rendent compte, dans le fond, que le professeur Wise qu'ils rencontrent, c'est le professeur Wise de 50 ans dans le passé. Et il essaye, dans le fond, de prendre. Ouais, de prendre une espèce de. Il voulait aller le voir pour prendre un vaisseau, mais vu qu'ils rencontrent dans le passé, puis ils sont comme, mais qu'est-ce qui se passe? On peut pas changer le passé. Et ils sont attaqués par Sibir, qui est dans le fond le méchant donc de ce début de tome. Vraiment, genre, j'ai pas aimé ce méchant-là. Sa personnalité était un peu bizarre. Le gars parlait à un oiseau. Sincèrement, genre, je comprends pas. Qu'est-ce que Hinomashima a essayé de faire? Je le trouvais un peu laid, sincèrement, mais le gars se promenait en dedans du général Frankie, donc c'était quand même pas pire niveau pouvoir. Je vous dirais que ce premier combat, je l'ai trouvé quand même intéressant, mais je l'ai trouvé un peu court. Pourquoi? Parce que Shiki se fait, dans le fond, poursuivre par le gars, puis c'est comme Shiki dit, Rebecca dit à Shiki, faut pas que tu changes la timeline. Parce que si tu changes quelque chose dans le passé, ça va changer le futur. Okay? C'est une espèce de paradoxe temporel qu'on retrouve dans beaucoup de mangas. Et là, je trouvais ça intéressant. Le gars, il faisait une technique de gravité horizontale pour s'enfuir. Il faisait. Il se faisait shotter par des balles un peu dans des vaisseaux. Des vaisseaux volants un peu. Puis ils se font poursuivre. Puis je trouvais ça, j'étais comme, oh! Je pensais que je trouvais que ça était un concept intéressant, genre de fuir du combat. J'ai vraiment aimé ça. Puis ça a duré genre 2 pages. Le gars il se retourne puis il one shot Cyber. Il le one shot pas vraiment, mais mettons, il détruit la plupart de son robot. Il fuit, donc se cacher dans un bar. Là-dessus, je pense que ça a été un des points qui m'a un peu déçu par rapport au niveau de l'histoire de ce chapitre. C'est-à-dire que Hiroshima, depuis le début, il introduit des trucs intéressants. Il introduit voyage dans le temps, voyage dans l'espace, des robots, une espèce d'affaire qui s'appelle l'éther, qui est un peu une sorte de magie. Et là, il décide, ouais, puis en passant, il y a des aliens. Puis le chapitre fini, on parle plus d'aliens. Donc ça a été comme un petit bout en dedans d'un bar dans lequel tu présentes d'autres races, d'autres aliens, puis qui a pas vraiment d'importance dans l'histoire. Je vous dirais que c'est quelque chose que j'ai vu par exemple. Ok, non, je veux pas donner cet exemple-là parce que je vais me faire attaquer par les fans de ça. Mais je crois qu'ils ont introduit des concepts genre d'aliens, puis j'étais comme ok, ça va être. J'ai hâte de voir de quoi ils vont parler des aliens, puis ça finit là. Une fois, je trouve que le rythme de ce début-là, il est très rapide, mais il raconte rien. Alors que la fin est beaucoup plus rapide, mais t'as le temps de développer. Mais l'histoire, je trouve qu'elle a été un peu mieux développée. Donc, ils ressortent. Dans ce bar-là, ils rencontrent le professeur Vice, mais c'est comme la version jeune. Et ils se rendent compte que le gars, en fait, c'était un voleur qui avait volé, dans le fond, un objet à Sibir qui était un petit robot. Et ça, j'ai trouvé ça très cool, le pouvoir du petit robot qui capable de faire une espèce de boucle électromagnétique qui fait que tous les objets technologiques arrêtent de fonctionner quand tu es en dedans de ça. Je sens que ça va être quelque chose de décisif d'un point de vue de combat dans le futur. Et donc, il décide donc d'aller s'attaquer à Sibir, donc le méchant.
Là, je pense que c'est vraiment le moment où il y a eu le plus bas du chapitre, c'est-à-dire que Sibir, il se promène avec des gars, que c'est un peu des combattants qui ne se battent qu'avec leurs jambes, mais qui ont aussi un fétiche pour pour les jambes de Rebecca. Sincèrement, pourquoi avoir introduit des personnages qui ont des fétiches pour les jambes? Je veux pas voir ça, ok? Si Hiro Mashima aime ça voir des jambes, et un fétiche pour les pieds, c'est pas, je veux pas le savoir, ok? Garde ça pour toi-même. Ensuite, donc, il y a une coupe de combat dans ça. Ils finissent par battre Sibir et partent dans l'espace. Quand ils sont dans l'espace, c'est là que je pense qu'il y a eu le meilleur moment du chapitre. Pas du chapitre, mais du tome. Qui était l'explication d'un personnage qui s'appelle Toki Hami. Donc, je te dirais que c'était. C'est vraiment le point qui m'a donné le plus envie de continuer l'histoire. Puis ça a été un peu le même point que j'avais vu dans le tome précédent, c'est-à-dire le voyage dans le temps. On sait souvent qu'il y a tout le temps une espèce de. Un même thème qui revient à chaque fois que tu as un voyage dans le temps. Puis oui, c'est un thème intéressant, mais je trouve que ça devient répétitif à la ronde. C'est comme, faut pas faire les choses dans le passé, il y a un paradoxe. Oh non, t'as changé quelque chose dans le passé, tu viens de changer le futur. Puis c'est de même à chaque fois chaque fois que tu parles de voyage dans le temps, de voyage dans le passé, c'est ça le sujet. Et bien ici, l'auteur va faire un petit twist que j'ai trouvé intéressant qui était, il va changer, il va changer un peu l'approche donc du voyage dans le temps, c'est-à-dire que il va faire introduire ce personnage de Toki Hami qui est un mangeur d'étoiles. Qu'est-ce qu'il fait ce monstre-là? C'est il va donc dans une galaxie ou dans un système solaire en fait, et il va manger une partie de son histoire. Donc, si tu es dedans cette planète ou ce système solaire, t'es pogné dans le passé parce que t'as enlevé 50 ans à cette planète-là, mais tes actions que tu fais dans ce passé-là n'acceptent pas n'affectent pas le présent. Je vais essayer d'expliquer un peu comment ça marche le concept. Nous vivons dans le présent et nous vivons une technologie qui est dans le fond de notre taille. Imaginez que moi je rentre avec, avec une boîte remplie d'iPhone et je la distribue à des enfants dans une ville de Amish. Je suis en train de, même si les autres sont un peu, ils s'excluent puis ils retournent dans le passé, en tant que tel, ils vivent quand même dans un présent à eux qui n'est pas, qui se vit en même temps que notre présent. Donc même si ça a pas changé notre futur, ça a pas, vu que les autres ils vivent dans le passé, mais en tant que tel, ils vivent dans notre présent. Donc ça n'a pas changé le futur. C'est ce qui se passe ici. Cette planète-là a bel et bien perdu 50 ans de son existence, mais c'est pas que quand tu y vas, tu recules dans le temps. C'est que le temps qui a été enlevé est juste complètement disparu. Et c'est un genre de parallèle un peu étrange. Je sais pas si je l'ai bien expliqué ou pas. Mais donc, par exemple, ok, le professeur Weiss, le vrai professeur Weiss du futur, a réussi à fuir cette planète-là avant qu'elle se fasse manger par le mangeur d'étoiles. Et là ce qui arrive par rapport à ça, donc, il y a, il y a un professeur Weiss qui est dans le fond le vieux monsieur, et il y a un professeur Weiss qui est un jeune homme. Et ils vivent dans le même univers, ils peuvent se parler. Pourquoi? Parce que le professeur Weiss du passé, le jeune, n'est pas le professeur Weiss du futur. Donc toutes les actions qu'il fait ne vont pas affecter la vie donc du professeur Weiss
gentil, du professeur Light vieux. Je sais pas si. Je sais pas si j'ai été assez clair par rapport à ce paradoxe temporel, mais quand vous lisez le manga, je trouve que ça se comprend très bien. Il n'y a pas d'ambiguïté. Puis j'ai trouvé ça très fort de la part de Hiro Mashima. Ensuite, il y a un peu le moment que je vous parlais, donc le moment qui, moi, me traumatise quand je vois ça dans un manga, mais je sais pas si dans le monde ça les affecte. Ils arrivent, donc, puis ils se font attaquer par, par Erza de Fairy Tail. C'est pas vraiment Erza, je pense qu'elle s'appelle Erzi, ou quelque chose comme ça. Là. Mais c'est legit Erza avec une affaire dans le. C'est une pirate de l'espace. Puis ils se font donc. Ils rentrent dans son vaisseau, puis elle dit comme. Ouais, ce vaisseau maintenant m'appartient. Vous devez. Vous devez me battre. Genre, ils disent on va la battre, puis on va reprendre notre. Puis on va prendre le contrôle de ce gros vaisseau. Parce que les autres, ils se prenaient dans un petit vaisseau, ils arrivent dans un vaisseau énorme. Et là, ils commencent à se battre contre cette fameuse Elsie. Et là, il y a un. Je sais pas. Dites-le moi en commentaire si vous, ça vous affecte quand vous voyez ça dans un manga, mais vous savez l'espèce de cliché hentai de l'octopus qui déshabille les gens, là? C'est vraiment c'est nécessaire d'inclure ça dans un manga. Je suis pas capable de voir une pieuvre maintenant sans passer à ces images-là dans ma tête. Puis j'aime vraiment pas ça. Puis c'est ça qu'il y a eu. Puis ça a été quelque chose que j'ai vraiment pas apprécié, mais je trouve au moins ça n'a pas été extrêmement sexualisé comme situation. Ça a plus été traité comme un combat. Quelque chose d'autre que j'ai remarqué, c'est le personnage de Rebecca dans le début du tome participait pas vraiment dans les combats, elle était un peu comme la princesse que le personnage principal a sauvé, puis tout ça, genre, tu sais, comme le typique, l'image typique de Fairy Tail où Lucy se fait battre par un ennemi, Natsu arrive, puis la sauve, puis tout ça, puis c'est rare que Lucy ait réellement une importance dans un combat, c'est tout le temps Natsu qui prend le devant, puis c'est même que ça commençait, puis vers la fin, elle pas encore l'espèce de happy version gun. Puis elle tue pas mal tous les poulpes géants. Là. Donc, je trouve que c'est quand même cool que. On dirait que l'auteur est pas 100% à l'aise de rendre Rebecca puissante, mais il se dirige dans cette direction. Il va dans cette direction. Donc, oh, et puis à la fin, donc, Shiki se bat contre dans le fond, Elsie. Puis il apprend que Elsie, en fait, c'est une espèce de squelette. Ok? Prenez la coupe de cheveux de Erza dans Fairy Tail avec la face à Brooke, c'est pas mal ça. C'est ça, ce personnage-là. Ils ont un combat, puis à la fin, t'apprends, finalement, c'était pas vraiment contre Elsie qui se battait, mais contre une espèce de clone d'elle-même. Puis t'apprends que Elsie n'est pas réellement méchante, est tout simplement venue leur offrir ce vaisseau géant. C'est sûr, c'est un peu de la plot armor, de juste avoir un méchant qui finalement est un gentil puis tout ça, mais je trouve que ça a été quand même bien fait dans ce chapitre. C'est sûr, ça va pas plaire à tout le monde, mais moi personnellement, j'ai pas eu de problème contre. Puis je pense que c'était pas. À la fin, il décide donc de se diriger vers une autre planète et s'est rendu avec un groupe d'amis un peu plus grand. Donc, il y a Shiki, Rebecca, un jeune Vice. T'as une espèce de petit robot jouet que j'ai pris la peine de noter son nom. Je pense que c'est pas mal tous les personnages qui ont été introduits pour le moment dans l'histoire. Ah oui, Happy, évidemment. Mais l'histoire commence à un peu plus devenir un vrai manga. Et c'est plus genre l'espèce de parodie de Fairy Tail qu'on voyait dans le début.
Peut-être le seul point que moi je dirais qui pourrait être à travailler, c'est c'est l'aspect. Essayer de trouver une façon. Je suis désolé, j'ai pas. J'avais quelque chose que je voulais vous parler, puis j'ai oublié. Euh, ah, man, je pourrais couper. Non. On va laisser ça de même parce que la vidéo est déjà assez longue. C'était Sandman Wolf. Bonne journée tout le monde. C'est vraiment la pire fin que je pouvais prendre pour une vidéo.